Ok. Alors, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne plus? Décidément. Ça fonctionne toujours. Et ça fonctionne pas. Bah, c'est pas grave. Donc, la publicité vidéo avec Google Ads, on l'a fait où? On l'a fait majoritairement sur YouTube. D'accord? On peut la faire aussi à d'autres endroits, notamment sur le réseau display de Google. Le réseau display de Google, c'est une myriade de sites web qui mettent ce qu'on appelle de l'AdSense, donc qui monétisent leur audience pour leur faire voir des publicités display Google. Donc on peut aussi faire de la vidéo là-dessus. Mais moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de faire de la pub sur YouTube. Donc un monstre d'engagement, c'est clair, ils ont des stats de malades. Chaque session, 40 minutes, 5 milliards de vues par jour, enfin c'est fou. Donc c'est un terrain de jeu qui est intéressant et agréable. C'est vrai que ça ne marche plus. Hop. L'avantage, c'est une des propriétés Google. Donc nous, on va jouer sur YouTube, mais on profite de tous les ciblages qui sont disponibles sur la plateforme Google Ads. Donc on va pouvoir cibler les personnes par une multitude de moyens. Alors ensuite, il y a quelque chose qui est fondamental et que je voudrais poser dès le départ comme cadre, c'est comprendre l'écosystème YouTube. Vous savez, quand on fait de la pub, une des premières choses qu'on nous apprend, c'est de dire, OK, où est-ce que tu vas la diffuser et quelles sont les caractéristiques de là où tu diffuses? Qu'est-ce que les gens ils viennent faire là? Est-ce qu'ils viennent regarder des photos de chats, des vidéos de chats? Est-ce qu'ils viennent chercher de l'information? Pourquoi ils sont là? Donc la première chose, c'est, OK, pourquoi vont les gens sur YouTube? Donc ils y vont pour apprendre, ils y vont pour faire, et ils y vont pour acheter. D'accord? C'est les trois choses pour lesquelles on va sur YouTube en général. Donc ça pose le cadre. Donc, finalement, une fois qu'on a compris pourquoi les gens vont sur YouTube, on comprend que quand on va sur YouTube, on va faire de la publicité en fonction des intentions. D'accord? Contrairement à Facebook, on va plutôt faire de la publicité en fonction des centres d'intérêt. On va aller cibler qui sont les personnes, alors que sur YouTube, c'est un peu différent. On reste sur un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche de vidéo, mais ça reste un moteur de recherche. Donc, il y a plus d'intention. Ça, c'est fondamental. Alors, c'est fondamental aussi, et souvent on ne le dit pas assez, la vidéo, votre asset créatif, d'accord? La vidéo, elle est fondamentale dans la réussite de vos campagnes. Si votre vidéo elle est pourrie, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats magiques. Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Donc, quand on fait encore plus de la publicité vidéo pour avoir de la réponse directe et pour avoir des conversions tout de suite, le plus vite possible, idéalement, la personne voit la vidéo et elle convertit, pas de problème. Il faut que la vidéo, elle soit faite bien. Et moi, ce que je vous propose là, c'est un template. D'accord? Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent le copywriting, c'est inspirer et transposer ce qui marche en copywriting à de la vidéo. D'accord? Le copywriting, c'est quoi? C'est l'art d'étudier les clients, de les comprendre vraiment, et ensuite d'écrire de la copie, du texte qui va résonner dans leur tête, qui va taper sur les points importants et qui va les pousser à l'action. C'est ça le copywriting. L'étude de la clientèle pour vraiment bien comprendre ce qu'il y a dans leur tête et ensuite pouvoir leur servir sur notre site ou dans une vidéo la même chose que ce qu'ils ont dans la tête, appuyer là où ça fait mal et les inciter à l'action dans un entonnoir. D'accord? Donc on va transposer ces techniques-là à de la vidéo. Donc ça c'est le template, d'accord, en 7 étapes. Et puis maintenant je vais essayer de vous expliquer les différentes étapes. Et puis ça va être drôle. Donc ça, vous voyez, j'ai fini celle d'après entre midi et 2. Et puis ça, j'ai fait ça, ça devait être à peu près minuit et demi quand j'ai terminé celle-là. Donc je suis parti sur un exemple pour illustrer. C'est un peu bizarre, mais ça marche. Vous inquiétez pas. Donc, première partie, d'accord? Là, je vais passer les 7 étapes d'une vidéo orientée pour la vente. Je vais passer les 7 étapes les unes après les autres. Donc, dans la première partie, l'objectif, là, on est dans les 5 premières secondes. On va essayer de créer une connexion immédiate sur la pertinence. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous vous rappelez, je le dis, je le redis, la pertinence, c'est la clé. C'est la clé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par dire
tout de suite, dans les premiers mots, on va faire une identification à l'intention. Là, dans mon exemple, imaginons, il y a quelqu'un qui il cherche à endormir son bébé, d'accord? Un homme, une femme, peu importe. Donc là, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on fait sur YouTube? On cherche à apprendre, on cherche à faire, ou on cherche à acheter. Donc là, on est dans cherche à faire. Donc vous cherchez un moyen d'endormir votre bébé, d'accord? Si on a bien ciblé et que la personne, elle cherche un moyen d'endormir son bébé, si on lui dit ça dans les 5 premières secondes, elle est directe, elle est accrochée, elle continue. Rappelez-vous, les 5 premières secondes, bon, on ne l'a pas encore vu, vous ne pouvez peut-être pas vous le rappeler, je vais vous le dire plus tôt. La publicité vidéo, celle qu'on va étudier là, c'est des formats TrueView, c'est-à-dire qu'on a 5 secondes pour attirer l'attention et ensuite les gens peuvent skipper. D'accord? On reviendra en détail sur tout ça après. Mais concrètement, avant que les gens skippent, c'est-à-dire vous avez 5 secondes pour les hooker. D'accord? Comment on fait pour les accrocher, pour attirer l'attention? On doit être le plus pertinent possible. Donc, on doit savoir quelle est leur intention et on doit leur dire, vous avez l'intention de ça. On ne peut pas être plus pertinent. D'accord? Ensuite, on va commencer à leur parler de la difficulté. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Vous comprenez un petit peu plus l'intérêt maintenant d'avoir étudié les clients et de savoir ce qu'ils ont dans leur tête. Comment on peut connaître leurs problèmes et leur parler de leurs problèmes si on ne les a pas étudiés? Ce n'est pas possible. Ou alors on va faire des suppositions et on ne sera pas pertinent la plupart du temps parce qu'on se sera trompé. C'est un peu comme au loto, c'est rare de tomber du premier coup sur ce qu'ils ont dans la tête. Il faut étudier les clients, leur poser des questions. Je passe énormément de temps, par exemple, avant de faire une landing page ou avant d'aller sur un template comme ça de vidéo. Alors ça, c'est pas moi qui le fais, c'est Marc qui est là-bas. Je vous en dirai plus sur Marc tout à l'heure. Je vais aller fouiller les forums. Je vais aller lire les avis sur les entreprises du secteur. Je vais aller éventuellement lire des avis sur Amazon sur des livres qui parlent de la thématique. Je vais aller sur des blogs spécialisés, puis je vais aller lire les commentaires. Et puis je mets tout ça dans un énorme Excel. Et puis je fais ce que j'appelle la voix du client. Je mets en place les émotions, les peurs, les doutes, les questions, les motivations, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Et je copie toutes ces phrases-là. Et après, derrière, ça me permet d'être imprégné. Le client, je suis dans sa tête. Je comprends à peu près tout ce qu'il y a à comprendre. Et je vais être capable d'être ultra pertinent. D'accord? Donc là, je vais aller appuyer sur son problème et lui parler de son problème. Donc, c'est mon exemple un peu bizarre que je vous disais. Donc on va commencer à appuyer sur son problème. Première section, on l'accroche. Ok, tu cherches à endormir ton bébé. Deuxième problématique, la difficulté. Ok, il pleure beaucoup, tu veux qu'il s'apaise, qu'il s'endorme. Tu te demandes si tu t'y prends de la bonne façon, tu veux trouver une technique qui fonctionne pour l'endormir. D'accord? C'est ça qu'elle se dit, la personne. J'ai 2 enfants, j'ai endormi des enfants. Donc c'est un peu du vécu tout ça. Donc là c'est pareil, c'est assez rapide. Mais on veut juste synchroniser. D'accord? Très très important la synchronisation. Ensuite la compréhension. On veut leur montrer qu'on comprend où ils en sont, mais d'un point de vue émotionnel. D'accord? Du genre, ok, là t'es tendu, t'es un peu désespéré, c'est normal, tu te poses plein de questions, tu dois aussi manquer de sommeil, et je sais ce que c'est. Donc du coup, je vais t'expliquer comment tu vas t'y prendre. D'accord? Là, on a fait pertinence, tout de suite on a hooké. On a appuyé sur le problème pour montrer qu'on comprenait bien. Là, on fait une connexion émotionnelle. Là, on l'a ferré, la personne. Elle est là et elle regarde la vidéo, elle n'a plus envie de décrocher. On a fait notre travail, d'accord? Ensuite, c'est pareil, on est sur YouTube, d'accord? Sur YouTube, encore une fois, c'est important vraiment ce contexte. On est sur un média d'intention. Les gens, ils ont une intention à les exprimer, d'accord? Donc on n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour gagner la crédibilité. Si on a fait les 3 premières étapes, on les a hookés émotionnellement sur la compréhension et qu'on est pertinent, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Donc juste crédibilité, pourquoi tu es légitime, pourquoi je devrais t'écouter? Bah, j'ai travaillé en crèche pendant 10 ans, j'ai endormi des centaines de bébés et je suis père ou mère de 2 enfants. Alors croyez-moi que ça me connaît. Boum, ok, celui-là il est légitime, je peux avoir confiance. D'accord? On cherche à gagner la confiance. On est dans une guerre de la confiance. Je sais qu'il est bizarre cet exemple. Hein. Désolé, mais c'était tard. Ensuite, plan d'action. Plan d'action, donc là, c'est le moment où on va essayer de vendre ou de pré-vendre ce qu'on veut leur vendre sur la page juste après. D'accord? Donc on va leur dire qu'on a une recette, un système, et puis
idéalement un truc propriétaire qu'on a créé. J'ai fait ça, j'ai fait un test là-dessus, véridique. Hein. Bah, je vous ferai peut-être voir après, mais je suis en train de faire un truc, je suis sur un projet avec Blaise, on est en train de se faire un site, je vous raconte ma vie, mais il n'y en a pas pour longtemps. Et j'avais fait un truc comme ça, finalement, j'avais fait un encart sur la page en disant, bah voilà, on double vos ventes juste, grâce à la formule AAAD, un truc du genre. Et puis en dessous, j'avais détaillé A comme machin, A comme machin, A comme machin, D comme machin. Et ben franchement, ça en jetait, vraiment, vraiment. Donc des fois, c'est juste des petits tricks psychologiques, mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est une méthode, d'accord ? En fait, qu'est-ce qui distingue, ça c'est une phrase que j'ai en tête depuis longtemps et qui est vraie, qu'est-ce qui distingue l'amateur du professionnel ? C'est le fait qu'il a un process, une manière de travailler reproductible, d'accord ? Ça sépare les amateurs des vrais professionnels. Une méthode de travail, et on suit la méthode, d'accord ? Donc du coup, ça c'est rassurant. Donc ma formule, c'est le PGG 5 à 10, en plus ça sonne bien. D'abord la bonne position, ensuite que rien ne le gêne, ensuite quelques gestes répétitifs pendant 5 à 10 minutes. Le PGG 5 à 10, franchement, vendu ou pas ? Voilà. Donc le plan d'action, évidemment, on ne va pas tout leur dire, mais on leur vend le truc. Vous voyez le truc ? En 3 étapes, j'ai un process, j'ai une formule, la bonne position, le bon truc et tout. Ça vend du rêve. On se dit, waouh, ça a vraiment l'air d'être quelqu'un de bien, il sait vraiment ce qu'il fait, il a une formule, ça me plaît. Ensuite, dernière partie de la vidéo, on va donner un peu quelque chose. Donc en général, c'est le moment où on va donner un peu d'informations à valeur ajoutée. Par exemple, on peut prendre une partie du process, là c'était une formule en 3 ou 4 étapes, et puis on peut donner un petit bout d'une des étapes. Ou alors on peut donner une astuce additionnelle, juste on donne de la valeur. En donnant de la valeur comme ça, en donnant gratuitement une bonne astuce, on marque encore des points. Et puis il y a des principes psychologiques. Il y a un principe qui s'appelle le principe de réciprocité. Si vous voulez en savoir plus sur la question et étudier la psychologie d'influence, je vous invite à lire un livre qui s'appelle Influence et manipulation du docteur Cialdini, un best-seller mondial, très intéressant pour comprendre comment ça fonctionne là-dedans, les biais cognitifs qu'on va avoir et éviter de se faire piéger par des personnes mal intentionnées. Et éventuellement s'en servir dans votre marketing avec des bonnes intentions. Donc vous donnez, d'accord, la technique marche encore mieux si je mets de la musique douce, idéalement du piano, tester plusieurs chansons jusqu'à trouver celle qui marchera à tous les coups. Encore une fois, c'est un exemple bidon, mais c'est pas grave, vous comprenez la logique qu'il y a derrière, c'est ça le plus important. Et puis la dernière partie, le call to action, évidemment, hein, on est là pour les inciter à aller à l'action. N'oubliez pas, encore une fois, qu'on est dans un média d'intention, que les gens sont venus là pour chercher une réponse qui est rapide, d'accord ? Ils veulent pas qu'on leur vende un livre à ce moment-là. Si on leur vend un livre et qu'il faut 2 semaines pour lire le livre, pour avoir la solution, ça ne les intéresse pas. Donc il faut penser à ça. Ils doivent comprendre clairement quelle est la prochaine étape et puis qu'ils auront le résultat tout de suite. Ça, c'est important. Donc, par exemple, bah voilà, cliquez sur le lien, vous payez 5 balles seulement et vous aurez la technique PGG en vidéo immédiatement. Boum. D'accord ? Ça, c'est un template générique. Des templates de copywriting, il y en a plein. Je veux dire, si vous allez sur Google, vous cherchez template de copywriting, il y a plein de formules toutes faites qui vous expliquent comment on fait pour utiliser du copywriting et pour vendre plus, pour persuader mieux. C'est pas du flan, ça marche vraiment, d'accord ? Ça marche vraiment, vraiment. Le copywriting, je vous invite vraiment à vous renseigner par rapport à ça. Donc voilà pour le template de la vidéo, d'accord ? On ne fait rien au hasard, on a un process, et ça, c'est des choses éprouvées qui fonctionnent. Ensuite, on est à l'ère, c'est marrant, je lisais ça l'autre jour, on est à l'ère de la décomposition des annonces. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, si on va sur Facebook ou Instagram, on va donner des messages dans une case, on est susceptible d'en donner 5, on va donner 5 ou 10 images dans une autre case, on va donner un titre ou plusieurs titres, et finalement, il prend une multitude d'éléments éparses et il va les combiner dans plein de combinaisons différentes pour avoir un seul message, mais plein de combinaisons. Puis il va tester, c'est des algorithmes, et puis il va tester les uns contre les autres. On a ça chez Facebook, on a ça chez Google, on a ça de plus en plus. On est à l'ère de la décomposition des annonces et des messages. Eh bien, il faut raisonner de la même façon pour la vidéo, en fait. Donc on va faire des blocs
Et puis on va se dire, ok, bah, ça on va en faire 2 ou 3 versions, ça on va en faire 2 ou 3 versions, ça c'est pareil, ça aussi. Et finalement, on va faire des variantes de vidéos différentes pour pouvoir faire du testing. Ce qu'on fait avec du texte ou des images, pourquoi on ne le ferait pas avec de l'image, avec de la vidéo, pardon? Il n'y a aucune raison, il faut le faire avec la vidéo. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le plus compliqué quand on fait de la vidéo, c'est de sortir le matos, de faire le setup et de commencer à filmer. Mais qu'on filme 3 ou 4 versions de ce truc-là, etc., ça ne prend pas beaucoup plus d'énergie et pas beaucoup plus de temps et ça ne coûte pas beaucoup plus cher en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'on y est, autant tout faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Approuvé, merci. Donc voilà, typiquement, ça c'est des choses qu'on fait avec Marc. On se pose, on réfléchit. Donc Marc, il n'y a pas de placement de produit, d'accord? Je vous le dis. Marc, c'est un copain, il est venu aujourd'hui pour me filmer et merci encore. Et il a une agence de vidéo marketing et on collabore sur pas mal de projets ensemble et on optimise des processus, un peu comme ce que je vous présente aujourd'hui. Ça, c'est tout nouveau. C'est vraiment quelque chose qu'on met en place depuis très peu de temps. Nous aussi, on apprend sans cesse. Je suis tout le temps en train de me former. Je vous invite à vous former sans cesse, d'accord? Parce que sinon, vous êtes périmé dans 6 mois. Vous n'avez pas envie d'être périmé. Donc, formez-vous encore et encore. Voilà pour la partie vidéo. Maintenant, quelle stratégie on va mettre en place pour avoir des campagnes qui vraiment donnent des résultats de suite? C'est tout un process, vous allez voir. C'est ce qui différencie les amateurs des pros, hein. Donc déjà, comprendre le contexte. On va faire de la publicité in-stream. La publicité in-stream, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens veulent voir une vidéo et qu'avant de voir leur vidéo, on va squatter 5 secondes de leur temps pour essayer de leur placer la nôtre. D'accord? Donc on a 5 secondes pour essayer de les intéresser. Et puis ça se présente comment? Monday.com, c'est très bon, c'est un très bon exemple parce que c'est la seule vidéo qui a pu m'accrocher il y a, je sais pas, un moment. Celle-là, là? Ouais, Monday.com, ouais. Ok, c'est marrant. Donc on a un call to action ici. Si la personne clique là-dessus, elle vient sur le site. Et puis, on peut évidemment skipper l'annonce ici au bout de 5 secondes. Donc ça, c'est vraiment le contexte dans lequel on va diffuser notre publicité, la vidéo qu'on vient de créer avec notre template. D'accord? Ah putain, j'oublie que ça ne marche pas à chaque fois, ça. L'avantage de ces publicités, c'est que vous payez seulement à l'engagement. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne clique sur le call to action et elle vient sur votre site, c'est exactement ce qu'on veut. D'accord? Si elle clique et qu'elle vient sur le site, on paye. Sinon, il faut qu'elle ait vu au moins 30 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la vidéo dure plus de 30 secondes, il faut qu'il en ait vu au moins 30. Si la vidéo dure moins de 30 secondes, il faut qu'il l'ait vue en entier. C'est quand même excellent. Juste pour vous donner du contexte, sur YouTube, c'est la seule plateforme qui donne autant. Vous trouvez ça nulle part ailleurs, nulle part. C'est-à-dire que concrètement, si vous faites bien votre job, vous pouvez avoir un maximum de visibilité gratuite. D'accord? C'est aussi tout l'enjeu. On va faire un peu des maths. Sortez vos cahiers. Le coût par conversion, c'est quoi? C'est ce que je vais dépenser par rapport au nombre de conversions. D'accord? C'est relativement simple, mais c'est bien de le poser. Maintenant, si on transpose ça à la publicité vidéo, la dépense totale, c'est le taux de vue multiplié par le coût par vue. D'accord? Je suis désolé, vous avez mangé il n'y a pas longtemps des maths en début d'après-midi, je sais que ce n'est pas évident, mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre et ça va bien se passer. Ici, le taux de conversion, c'est quoi? C'est le taux de clic sur ma vidéo multiplié par le taux de conversion du site. OK? Du coup, si vous voulez avoir le coût par conversion le plus intéressant, ça doit être le plus bas possible, et ça doit être le plus haut possible. C'est des maths, c'est logique, d'accord? Alors, juste, le taux de clic de la vidéo. Alors, comment on fait pour augmenter le taux de clic de la vidéo? Alors, il y a plusieurs techniques. Pour l'instant, comme je disais, c'est en anglais, ça vient des US,
C'est une formation que j'ai faite il y a très peu de temps. On n'a pas encore des vrais cas. Il sera intéressant de pouvoir publier des études quand on aura les retours sur ce qu'on a lancé. Bref. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place une animation ici. Et dès qu'on arrive à la fin de la vidéo, le curseur bouge. Soyez prêts à cliquer. Ben, je vous garantis. Donc, nous, on n'a pas des données propriétaires, mais le mec qui a fait ça, pour la petite histoire, c'est le patron d'une agence. Ils font que de la vidéo à la performance. Google Ads, vidéo à la performance, ils font ça aux US. Et ils sont premiers partenaires, donc ils sont assez gros. Et eux, ils ont plein de données. Alors, il avait l'air de dire, enfin, je crois que c'était plus 40%, rien qu'en ajoutant un truc comme ça, plus 40% de clics, ce qui est fou. Et puis ensuite, il donnait une autre astuce. C'est une fois qu'on a eu notre premier timer, soyez prêts à cliquer. Il y a cette flèche qui bouge avec un countdown ici. Et bien ça, c'est pareil. Je crois que c'était plus 26 ou plus 30%. Donc finalement, mis bout à bout, le fait de préparer les gens au fait qu'ils vont devoir cliquer, plus de rajouter un message à la fin avec une flèche et un compte à rebours, et bien là, on va doubler notre taux de clic. Je veux dire, ça paraît évident quand on monte comme ça, mais c'est bien d'y penser. Moi, j'y avais pas pensé avant. Voilà, j'ai trouvé ça super cool. Alors ensuite, quel taux de clic espérer? Donc, dans l'idée, vous devez viser les 2%. Après, 2% de taux de clic sur une publicité vidéo, c'est extrêmement difficile. C'est possible, mais c'est extrêmement difficile. Donc, tout ce qui est au-dessus de 0,8, c'est acceptable. D'accord? Tout ce qui est en dessous, il va falloir le retravailler. Non, c'est pas vrai. Depuis peu, ils ont fait des TrueView classiques et maintenant, tu as l'option d'ajouter le call to action en bas. Je vais vous montrer après. Mais du coup, maintenant, on peut ajouter un call to action à toutes les pubs TrueView. Et c'est ça qui est cool. Revenons 2 secondes à ma formule. Là. J'arrive. La formule, elle dit que le taux de vue, il doit être le plus bas possible. D'accord ? Donc, comment on fait pour avoir un taux de vue le plus bas possible? Eh bien, c'est pareil, c'est leurs données, ce n'est pas encore les miennes. Il y a des tests qui sont en route, mais il faut du temps pour obtenir les données. Eux, ils disent qu'ils ont testé la durée. Ils ont testé pas mal de paramètres. Et le paramètre qui semble avoir la plus grosse influence sur le taux de vue, c'est la durée de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où vous commencez à voir une pub sur YouTube en pré-roll, vous voyez la durée restante. Donc, psychologiquement, vous voyez combien de temps encore la pub elle va durer. Si elle est longue et que ça ne vous intéresse pas vraiment, vous allez skipper. Si par contre elle est courte, que ça ne vous intéresse pas vraiment, mais quand même c'est un peu pertinent, vous serez peut-être plus tenté de la regarder. C'est pas peut-être, c'est sûr. D'accord? C'est comme ça. Donc, la durée de la vidéo, elle a un impact majeur. Donc, d'après leurs données, encore une fois, c'est des choses qu'on confirmera d'ici quelques semaines, quelques mois. Pour eux, la durée idéale d'une vidéo, c'est 90 secondes. C'est le spot idéal parce que les gens qui ne sont pas vraiment intéressés, ils ne vont pas se taper 1 minute 15 restante pour regarder la suite. Donc en fait, on va essayer vraiment, grâce à cette durée, d'une part, ça nous laisse le temps de les convaincre, parce que vous avez vu, dans le template, on a quand même pas mal de choses à leur dire. Et d'autre part, ça va décourager les simples curieux, ceux qui ne sont pas vraiment intéressés. Il y a un point qui est important. En fait, quand vous faites de la publicité, peu importe, que ce soit chez Facebook, que ce soit chez Google, ils ont tous la même politique. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là gagnent de l'argent quand les gens cliquent sur les pubs. Eux, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. D'accord ? Nous, ce n'est pas forcément le cas. Nous, c'est quand il y a des conversions. Mais eux, ils gagnent de l'argent quand il y a des clics. Donc, ce qu'ils veulent, ils monitorent évidemment les taux de clics sur les publicités et il va y avoir un espèce de scoring. Chez Google Ads, on appelle ça le score de qualité. Chez Facebook, on appelle ça le score de pertinence. D'accord ? Et ils vont regarder par rapport au taux de clic. Et si votre taux de clic, ou en l'occurrence, dans le cas présent, le taux de vue, il est trop faible, ils vont vous mettre une pénalité. Ils vont dire, oh là là, ça n'a pas l'air d'être très pertinent, sinon il y aurait plus de vues. Donc je vais restreindre la diffusion. Et on ne veut surtout pas ça. D'accord ? Donc en fait, ce qu'il faut, c'est flirter avec la limite. Donc globalement, la limite, elle est aux alentours de 15%.
15% de taux de vue. Si on descend en dessous de ça, on va sans doute être pénalisé et avoir beaucoup moins d'impressions. Et ce qui est idéal, c'est d'essayer de viser entre 20 et 25% de taux de vue. OK? Donc le taux de vue le plus bas possible tout en restant au-dessus de la zone où on est pénalisé. Ça fait du sens? Ouais, ça va? Bon, je repasserai, je vous redemanderai si ça va dans 10 minutes, ok? Donc maintenant, essayons d'être un tout petit peu plus concret. Reprenons la formule. Qu'est-ce qui se passe si j'ai 35% de taux de vue, que je paye ma vue 8 centimes, que j'ai un taux de clic de 1% et un taux de conversion sur le site de 30? Eh bien, ça fait que j'ai un coût par conversion de 9 quelque chose. D'accord? Première situation. Ensuite, on commence à optimiser et on se dit qu'on veut améliorer, donc baisser ça et augmenter ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a fait 25 au lieu de 30, on a fait 1,5 au lieu de 1 et on a divisé quasiment par 2, même plus que par 2, le coût par conversion. Vous voyez, ça paraît vachement cool comme ça. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe si ici on a divisé? Eh bien, le coût par vue. Le coût par vue, celui-là, j'en ai pas parlé. Mais le coût par vue, ça, c'est vous qui le définissez. D'accord? C'est vous qui le définissez dans Google Ads. Vous dites combien vous êtes prêt à payer maximum pour une vue. Ça, c'est votre robinet. C'est le réservoir de scale. D'accord? Si je mets à 0,1, je vais avoir un nombre d'impressions plafonné parce que je mise pas beaucoup. Si d'un seul coup, je passe à 0,5, le volume, il explose. D'accord? Le truc, c'est qu'il fait partie de l'équation. Donc, on ne veut pas trop l'augmenter pour ne pas exploser ce truc-là. Mais si on arrive à optimiser ça et ça, on peut se permettre d'aller bider plus ici. Et si on arrive à se permettre d'aller enchérir plus cher que les copains ici, parce qu'eux, ils n'ont pas fait ce bon travail-là, eh ben, on passe devant, en fait. On les double, on prend un avantage compétitif. On va pouvoir scaler beaucoup plus et aller prendre beaucoup plus de parts de marché parce qu'on a fait un bon travail sur ces deux trucs-là. Vous voyez un peu le raisonnement qu'il y a derrière? Ça te plaît? J'étais sûr. Comment trouver vos clients sur YouTube? Donc, je vous donne peut-être la vision globale avant de rentrer dans les détails. Moi, ce n'est pas forcément ce que je faisais jusqu'à présent, mais cette approche-là, je la trouve hyper intéressante. Et c'est pour ça que j'essaie de l'adopter systématiquement maintenant. En tout cas, jusqu'à ce que les résultats me prouvent que c'est moins bon que ce que je faisais avant, éventuellement. Mais lui, il disait, ce qui est intéressant, c'est que puisque YouTube, c'est un endroit d'intention, la meilleure source, le meilleur ciblage, c'est les mots-clés. C'est ce que les gens vont taper dans le moteur de recherche. Après tout, quand on fait du search, c'est là-dessus qu'on tape. Mais c'est vrai que quand on fait du display ou quand on fait de la publicité vidéo, on est plus attiré, mais ça c'est la faute de Google. Je veux dire, ils font tout pour. On est plus attiré par les audiences et tous les ciblages exotiques qui cartonnent, sur lesquels il y a des litres d'encre qui coulent régulièrement sur les blogs spécialisés. D'accord? Les audiences, c'est sexy, c'est génial, etc. Blablabla. N'empêche que les mots-clés, ça reste quand même quelque chose de sûr et c'est quelque chose que les gens tapent. Ça, c'est tangible. D'accord? Les audiences, c'est Google qui dit que tel individu, il est sur le marché pour acheter tel truc, mais ça, on n'en sait rien. Des fois, c'est juste, des fois, c'est faux. Est-ce que vous avez déjà été voir, par curiosité, ce que Google pense de vous au niveau de vos centres d'intérêt, au niveau de ce qu'ils appellent le in-market, ce sur quoi vous êtes sur le marché en ce moment? Genre, qu'est-ce que vous voulez acheter là dans les 7 jours? Ça, c'est ce qu'on appelle une audience in-market. Et bien, si vous allez regarder un petit peu sur Google My Account et que vous regardez ça, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui sont justes et des trucs qui sont faux. Et c'est pareil pour Facebook. Les mots-clés, eux, ils mentent pas. Les mots-clés, ils sont tapés dans le moteur de recherche, ça, c'est fiable. D'accord? Donc, il dit, OK, on va commencer par les mots-clés. C'est là où on va réussir à avoir les premiers résultats, à affiner notre système, que je vais vous présenter juste après. Et une fois qu'on a ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller sur des audiences, etc. Dès qu'on voudra scaler, avoir plus de résultats, on ira sur tous les autres ciblages. Mais en attendant, on démarre avec quelque chose de fiable et de sûr. Donc on commence par de la recherche de mots-clés.
La recherche de mots-clés pour YouTube, c'est différent de la recherche de mots-clés pour le search. D'accord? Encore une fois, comprenez la plateforme sur laquelle vous évoluez, les intentions, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une recherche pour ce que les gens veulent apprendre, une recherche pour ce que les gens veulent faire et pour ce qu'ils veulent acheter. En rapport, évidemment, avec votre produit ou service. Évidemment. D'accord? Et l'idée, c'est d'avoir 5 mots-clés de chaque. Pour commencer. Ça, c'est les mots-clés qui vous semblent évidents à vous. D'accord? Et évidemment, je reviens un coup là-dessus, mais il y a des... Si vous faites de la publicité search, vous allez avoir déjà des mots-clés qui sont là. Tous ne sont pas forcément adaptés à ça, mais dans le tas, il y en aura sûrement, donc c'est intéressant. Si vous allez dans votre Google Search Console, vous pouvez voir les mots-clés que les gens tapent pour lesquels ils viennent sur votre site en référencement naturel. Il y aura sans doute des mots-clés qui correspondent à ça aussi. Vous n'avez pas forcément tout à imaginer. Des sources de données, on en a plein. Il suffit juste d'aller les ouvrir et d'aller les regarder. D'accord? Donc, commencez par aller regarder dans vos sources de données. En plus, évidemment, réfléchissez et il faut trouver 5 mots-clés par rapport à votre produit ou service, par rapport à ce que les gens veulent apprendre, veulent faire ou veulent acheter. C'est pas compliqué. Donc, je reviens sur mes histoires de bébé. Ce que je veux apprendre, bah, conseils parents, tuto parentalité ou des trucs comme ça. Ce que je veux faire, bah, comment endormir mon bébé ou comment donner le sein à mon bébé, j'en sais rien. Vous voyez, il y a plein de recherches comme ça. Et puis ensuite, ce que les gens veulent acheter, bah, ils vont chercher quoi quand ils veulent acheter quelque chose? Ils veulent chercher un test, ils veulent chercher de l'unboxing, ils veulent des avis. Voilà, tout ça, c'est des trucs qui sont évidents. D'accord? Donc, c'est pas si compliqué de trouver ces mots-clés-là. Ça, c'est ce que j'appelle vos mots-clés primaires. D'accord? Je vous le dis maintenant, vous allez voir pourquoi c'est important. Ensuite, une fois qu'on a les mots-clés primaires, on va chercher à les étendre. D'accord? Donc, on va les prendre un par un, on va aller les mettre là-dedans, et puis, on va aller regarder les résultats que YouTube nous donne. Et puis, on va prendre les titres pour les 10 premiers résultats, et puis ça va devenir des mots-clés qu'on va appeler secondaires. Comme ça paraît compliqué. Mais en fait, comme ça paraît beaucoup moins compliqué. C'est vrai. En fait, il suffit juste de mettre dans un Google Sheet, c'est pas compliqué. Je vous ai fait ce modèle-là, d'accord? Donc on a un onglet apprendre, faire, acheter. J'ai fait le modèle et je vous le mets à disposition. Vous pouvez sans problème y accéder puis créer une copie pour vous. Ok? Création de la campagne. Donc, on a compris, on a recherché les mots-clés, on a une vidéo qui cartonne. Ça y est, on est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller créer la campagne. Éventuellement, je vais reprendre la main et puis je vais vous faire voir en vrai. Tiens, ça fait 10 minutes. Ça va? Ouais? Ok, génial. Alors... Donc, je suis dans Google Ads, je suis dans les campagnes. Je clique sur le bouton bleu. Je viens faire une nouvelle campagne. Alors, là, on a plein d'objectifs différents. D'accord? J'enlève ma souris, hop. Laquelle on va choisir? On va choisir sans objectif spécifique. Pourquoi? Parce que les campagnes sans objectif spécifique, c'est celles qui vous donnent le maximum de latitude. Tous les paramétrages sont à disposition et on peut régler manuellement exactement comme on a envie. Si on commence à utiliser leur campagne avec objectif, on est enfermé dans des petites cases. Il y a plein d'options qui sont plus disponibles et il y a plein de choses qui nous sont imposées. Donc dans un premier temps, on veut avoir le contrôle. D'accord? Donc on fait une campagne sans objectif. Ensuite, on va choisir une campagne vidéo. Ce sera une campagne vidéo personnalisée. Les séquences d'annonces, c'est un sujet qu'on n'aborde pas aujourd'hui, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un truc qui est assez nouveau, que j'ai testé vraiment beaucoup. J'ai déjà fait plusieurs confs là-dessus, dont la dernière à Ecom, qui a été filmée, qui est disponible sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Les campagnes en séquence, c'est quoi? C'est prendre une histoire, la saucissonner en plusieurs éléments et cibler les gens et leur faire voir l'histoire au fur et à mesure en plusieurs touches. Extrêmement efficace.
C'est assez nouveau. Et dans la conf dont je parle, là, qui est en vidéo sur la chaîne, j'explique le setup, les avantages, et j'ai 2 cas clients aussi que j'explique, les résultats qu'on a eus, etc. Fin de la parenthèse. Donc on prend en campagne vidéo personnalisée. Donc ensuite on fait les réglages habituels. Ah, quoi que j'ai le micro. Donc j'en sais rien, on va appeler ça vidéo CHFR. Vidéo CHFR pour commencer, je ne suis pas plus inspiré que ça. On va définir un budget. Donc est-ce que c'est un budget total pour la campagne ou est-ce que c'est un budget quotidien? On va dire que c'est un budget quotidien. On va mettre 30 € par jour, ok, on commence dès que possible. La stratégie d'enchère. Moi ce que je vous recommande c'est le CPV, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et enfin, il n'y a pas forcément d'avantage à enchérir autrement. Là je ne parle pas de smart bidding, on en parlera juste après. Le réseau, très important, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir aller enchérir sur le réseau display, on va pouvoir aller enchérir dans les résultats de recherche. Alors les résultats de recherche YouTube, c'est un type de campagne qui est différent, c'est ce qu'on appelle des campagnes discovery. Finalement, quelqu'un cherche dans le moteur en arrivant sur YouTube, et les campagnes discovery vous permettent d'être dans les recommandations, vidéos recommandées, puis vous êtes tout au-dessus. Donc ça ne nous intéresse pas, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Donc j'enlève le résultat de recherche et j'enlève les partenaires. Moi, je veux seulement être présent sur les vidéos YouTube en pré-roll. Ok ? Les langues. Bon, les langues. On va dire que si ma vidéo elle est en français, c'est quand même mieux que je cible des personnes qui parlent en français. La zone, on met ce qu'on a envie. Les types d'inventaire, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est ce qui vous permet d'avoir plus ou moins de brand safety. D'accord ? Est-ce qu'on a envie d'être dans des endroits un peu craignos ou pas, ça c'est votre choix. Après, bon, ce qu'on peut choisir là-dedans, c'est très limité, d'accord. Il faut faire confiance à Google, mais quand on regarde un peu dans le détail où est-ce qu'on apparaît, la confiance à Google, elle est moyenne, d'accord. Donc vous avez la possibilité de faire mieux que ça, de faire du whitelistage et d'exclure aussi des sites sur lesquels vous n'avez pas envie d'être. Là, vous avez la possibilité de mettre du contenu exclu en plus aussi. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ça, d'accord. Alors ça, c'est quoi? Le nombre limite d'exposition, d'accord. C'est ce qu'on appelle du capping en anglais. En fait, j'ai pas envie qu'une personne, dans une journée, elle se tape 50 fois ma pub, parce que ça va la gonfler et puis ça va être complètement, opposé à mes intentions. Je veux la séduire, je veux surtout pas la repousser. Donc on va limiter la fréquence. Donc en général, ça c'est mon réglage, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez modifier, faire ce que vous voulez. Moi je vais dire que j'ai pas envie que les gens voient la pub plus de 3 fois par jour, des impressions, d'accord. Après on peut aussi modifier puis limiter la fréquence de vue, dire ok, j'ai pas envie que les gens y aient plus d'une vue ou plus de 2 vues par jour ou par semaine. Après c'est vous qui déterminez, vous pouvez modifier ces éléments-là, mais ça c'est extrêmement important. Et puis au-delà de ne pas avoir envie de saouler les gens, si on raisonne d'un point de vue économique, ça n'a pas de sens économique de montrer 50 millions de fois la pub à la même personne et puis de payer pour cette personne. Donc du coup, voilà, je limite. On peut mettre en place un calendrier de diffusion. Calendrier de diffusion, je veux diffuser, j'en sais rien, tous les lundis, mardis et jeudis de 14h à 16h, ou alors je diffuse en continu. Si je veux diffuser en continu, je ne touche pas. Ensuite, créer le groupe d'annonces. Alors, je veux juste retourner 2 secondes là-dedans. Cliquez là-dessus. Voilà. Comment ça fonctionne? La technique, en fait, c'est mon groupe d'annonces, je l'appelle par le nom du mot-clé primaire numéro 1. D'accord? Là, c'est pas, c'est pas très concret, parce que mot-clé primaire 1, mot-clé secondaire 1, ok, c'est pas top, mais quand vous aurez fait ce travail en utilisant le template, en mettant vos vrais mots-clés, c'est tout simple, c'est tout organisé. Globalement, celui-là devient le titre de votre groupe d'annonces. Et ensuite, vous choisissez les mots-clés. D'accord? Donc là, c'est les options de ciblage. Démographique, audience, mots-clés. Donc nous, on va dans les mots-clés, on ne touche à rien d'autre. On va lui donner le mot-clé primaire numéro 1. Ok, on vient de le copier, puis c'est aussi le nom du groupe d'annonces. Et puis on va prendre les mots-clés secondaires. Et on va les mettre là-dedans, à la suite. Et là, on a fait un groupe d'annonces. D'accord? Puis on va faire pareil pour les 5 mots-clés qu'on avait trouvés.
On va faire un groupe d'annonces pour celui-là, et dedans on mettra tout ça. On va faire un groupe d'annonces pour celui-là, puis dedans on mettra tout ça. Idem pour celui-là, idem pour celui-là. Ça va? C'est pas difficile, finalement. Ça paraît une usine à gaz quand on présente comme ça, puis finalement, une fois qu'il y a des templates et puis que c'est expliqué, ça va? C'est facile? Cool. Ok, ensuite on va définir une enchère. Donc rappelez-vous, le coût par vue, c'est votre robinet, c'est le réservoir de scale. Moi, ce que je recommande et ce que je fais, c'est que je commence petit. Je commence petit en sachant que je vais pouvoir augmenter par la suite en fonction des performances. Mais par principe, j'aime commencer petit. Je vais mettre 0,1, éventuellement 0,2, mais j'irai rarement au-dessus. Alors après, il y a cette option-là, bon, qui peut être intéressante. Je l'ai testé plusieurs fois et effectivement, ça amène un plus. Donc en fait, on va pouvoir mettre un ajustement d'enchère pour être diffusé plus souvent sur des, sur du contenu qui est populaire. D'accord ? Il y a des vidéos qui sont très peu vues, il y a des vidéos qui sont très très vues. Et évidemment, la compétition sur les vidéos qui sont très très vues, elle est plus importante. Donc on va pouvoir mettre un ajustement d'enchère supérieur pour avoir un peu plus d'air. Pour le moment, j'en mets pas. Ensuite, on va mettre une pub. Donc là, si vous avez l'URL de votre pub, c'est top. Je dois avoir voilà, une vidéo, ok. C'est une annonce e-stream, ok. C'est ce qu'on a vu depuis le départ. Donc nous, on fait de l'in-stream. Ensuite, on va déterminer la page sur laquelle on veut envoyer les personnes qui voient la vidéo et qui cliquent sur le lien. Les personnes qu'on veut qui arrivent et qui achètent. Et c'est là, donc où j'en reviens tout à l'heure. Maintenant, donc là, on est sur de l'in-stream classique. On n'est pas pour de la conversion, même si c'est ce qu'on veut faire, évidemment. On a la possibilité d'ajouter une incitation à l'action. Donc évidemment, on l'ajoute. Là, on est limité, c'est 10 caractères. Donc ici, autant vous dire que 10 caractères, c'est extrêmement limité. Nous, en français, site web, ça marche bien. C'est ce que je mets en général. Ça tient. Ensuite, là, vous mettez ce que vous voulez. En fait, ça va modifier ce qu'il y a là. Et voilà. D'accord? Donc là, on a paramétré. Et on fait ça pour les groupes d'annonces. Ok? Donc là, on avait plusieurs onglets. Si j'en reviens là-dedans. On fait ça pour ceux-là, on fait ça pour ceux-là, et on fait ça pour ceux-là. Ça veut dire quoi? Là, j'ai différentes intentions. Pour les gens qui veulent apprendre, je vais sans doute leur vendre un produit d'information. Pour les gens qui veulent faire, à vous de réfléchir comment vous pouvez les accompagner. Est-ce que ça peut être du coaching vidéo, un workshop, j'en sais rien. Après ça dépend de votre activité, ça dépend de vous. Et puis pour les gens qui veulent acheter, là, a priori, c'est plutôt un produit à essayer de leur vendre. Tout n'est qu'à le truc, c'est de s'adapter, d'accord? Vous devez vous adapter aux intentions des gens. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous positionner sur chacun d'eux. Si vous vendez des produits puis que vous avez juste un produit à vendre, peut-être que pour vous, ce qui est intéressant, c'est juste d'aller regarder les mots-clés en acheter et de commencer par ça. Et puis, peut-être qu'une fois que vous vendez des produits, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de recherches pour apprendre à s'en servir, vous pouvez peut-être faire un livre blanc puis essayer de le vendre 5 balles. 5 balles, si vous en vendez 20 par jour, ça devient intéressant, mine de rien, vous voyez? Et puis, vous multipliez, vous faites d'autres livres blancs, etc. Donc, après, tout est question d'étendre le business. En général, la stratégie, c'est à peu près toujours évident, c'est ce qu'on fait. On commence par ce qui est le plus bas au niveau du tunnel, par ce qui est évident et ce qui marche déjà. Et puis après, une fois qu'on est ici, puis qu'on a tout ce qu'on peut avoir ici, on va essayer de remonter. D'accord? Admettons que je fasse ça pour moi. Les gens pourraient chercher, optimiser campagne Google Ads, par exemple. D'accord? Ça, c'est des choses qu'ils veulent apprendre. Donc ça va être mon mot-clé numéro 1. Voilà, je vais venir le mettre ici. Hop. Ensuite, je vais prendre les titres qui sont là. Et puis ça va devenir mes mots-clés secondaires. Et puis les 10 premières, voilà. Et puis je vais venir les mettre les uns après les autres, ici, 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 ici. Voilà. Ça va? C'était ça la question? C'était pas assez clair? Est-ce que là ça allait plus? Oui, non, c'est parfait. Donc après on essaye genre 5 mots-clés primaires. Ouais. Et on aura 5 groupes. Donc du coup ça en fait 5 ad groupes. Exactement, là ça pourrait être optimiser campagne Google Ads. Ici je pourrais dire, j'en sais rien, comment créer une campagne Google Ads.
conseils d'optimisation Google Ads, des mots-clés qui me semblent vraiment évidents. Et puis après, bah, c'est ceux qui me semblent évidents, mais aussi ceux que j'ai pu aller chercher dans les données. Je peux aller dans mon analytics, puis regarder un peu ce que les gens cherchent, etc. Et puis ça va m'aider à renseigner. Et puis ensuite, bah, là, c'est vraiment les titres des 10 vidéos d'avant. Ouais, donc tout ce qui est aussi par rapport à l'intention d'acheter. Donc du coup, l'achat, c'est une campagne. Et puis vous avez 5 ad groups. Oui, Différents, exactement. Alors après, soit on fait une campagne pour ça, une campagne pour ça, une campagne pour ça. Soit on met tout dans un et puis on fait des ad groups qui ont les titres. Et après, ça c'est la stratégie globale, mais peut-être que pour démarrer, en général, on va en choisir un. Si on vend un produit d'information, si on vend un produit physique, si voilà. Et c'est intéressant, par exemple, imaginons que je fasse du e-commerce, si je fais une vidéo, comme j'expliquais tout à l'heure avec le template, où je vais essayer de vendre et puis de faire que les gens viennent et achètent tout de suite, bah, plutôt que d'avoir une formule en 3 étapes, bah là, ce sera plutôt les 3 caractéristiques phares que je vais essayer de détailler et de vendre. Tout n'est qu'adaptation, évidemment. Les templates, c'est bien, mais dans la mesure où derrière, il faut quand même de la personnalisation. C'est clair par rapport à tout ça? Ok. Alors, reprenons un peu les slides pour voir où on en était. Ok, on en est là. Alors, je repasse là-dessus pour l'optimisation. L'optimisation, c'est finalement toujours la même histoire. C'est assez facile. Mon métier est très facile, si vous saviez. Mais il y a des grands principes qui sont universels. Donc, une fois qu'on a lancé la campagne, on a créé nos groupes d'annonces, il y a nos mots-clés à l'intérieur, etc. On commence à obtenir des vues, des clics. On va aller au niveau de l'onglet mots-clés dans la campagne vidéo. Et puis là, on va avoir la liste de tous les mots-clés qu'on aura mis à l'intérieur. Puis dedans, il y aura des données. Donc, nombre de vues, nombre de clics, la dépense totale, le nombre de conversions, le coût par conversion. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va regarder les mots-clés qui ont dépensé 2 à 3 fois le coût par conversion qu'on peut se permettre. Admettons, je ne peux pas me permettre de payer plus de 10 francs pour une conversion. Bah, les mots-clés qui ont dépensé 30 et il y a 0 conversion, je les éteins. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va se rendre compte aussi qu'il y a des mots-clés, ils génèrent des conversions, mais le coût par conversion, il est un peu trop élevé. Moi, ma limite, c'est 10, et puis c'est des mots-clés qui vont générer des conversions à 15 ou 20 ou 30. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si c'est possible? On va baisser le coût par vue. On va essayer de le baisser jusqu'à un moment où soit le mot-clé devient rentable et il est dans les clous, il aura moins de volume parce qu'on aura fermé le robinet, mais il peut être rentable quand même. Après tout, les petites rivières, ça fait les grands fleuves, donc ça peut être intéressant. Et puis à un moment donné, bah, si on n'arrive plus à réduire parce qu'on est déjà au taquet et que ce n'est pas rentable, il faut le couper. Et puis, à contrario, hein, on bouge des curseurs, on joue aux jeux vidéo, c'est excellent. Tous les mots-clés qui performent bien et qui ont un coût par acquisition, un coût par conversion qui est inférieur à 10 balles, bah, je vais augmenter, je vais ouvrir le robinet de scale jusqu'à ce qu'il arrive à l'objectif de 10 balles. Parce que plus je vais me rapprocher des 10 balles, plus je vais augmenter le coût par vue, plus je vais avoir d'impression et de volume. D'accord? Donc ça, c'est fondamentalement comment on fait pour optimiser les campagnes. Ce qui est vrai pour ça, dans le fond, c'est vrai pour tout. Sur Facebook, on fait à peu près la même chose. Sur Google Search, on fait à peu près la même chose. Sur le display, on fait à peu près la même chose. Ça, c'est des principes universels. D'accord? Je vous ai parlé tout à l'heure du concept de test, de dématérialisation des messages, de décomposition, et de finalement faire pas mal de variantes de la vidéo et d'annonces. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de maîtriser les variables et de ne pas tester trop de trucs en même temps. Donc, dans un premier temps, vous testez une seule vidéo, d'accord? La première variante, vous testez celle-là, vous testez les mots-clés. Là, le but pour vous, c'est de trouver les mots-clés qui marchent, d'accord? Une fois que vous avez trouvé les mots-clés qui marchent et que ça, c'est sûr et que c'est fiable, là, vous pourrez commencer à mettre en route vos variantes de vidéos. On ne va pas tout faire en même temps parce que sinon, on ne saura pas c'est quoi qui est à l'origine de la progression ou pas. C'est pour ça qu'on va isoler des variables. On commence par tester les mots-clés, l'audience et les ciblages.
Et dans un deuxième temps, on va commencer ensuite à tester les vidéos. Ensuite, donc, on a trouvé des mots-clés qui marchent bien. On a coupé ceux qui ne marchaient pas, ou on a réduit la voilure sur ceux qui marchent mais qui n'étaient pas rentables et on a réussi à les rendre rentables. Ceux qui marchent vraiment très très fort, eh ben ceux-là on a augmenté et on a ouvert le robinet le plus possible pour en avoir le plus possible dans la limite de ce qui est rentable. On a lancé différentes variantes d'annonces pour commencer à tester quels sont les messages qui marchent le mieux, les introductions, les call to action, etc. Et puis on optimise aussi par rapport à ça. Et puis après on fait quoi? Ben après on en veut plus. C'est l'être humain qui est comme ça. La croissance, on en veut plus. Donc on va essayer de scaler. Comment on fait pour scaler? C'est assez intéressant. Moi je suis un peu en guerre en ce moment contre le machine learning de Google qui me déçoit beaucoup. Mais je pense que c'est un problème de communication. Ils veulent tellement que les gens adoptent ça qu'ils nous disent qu'on peut l'allumer dès le premier jour et qu'il n'y a pas besoin d'avoir des conversions historiques. Et la réalité, c'est que quand on fait ça, une fois sur deux, ça ne marche pas du tout et les résultats sont assez mauvais. Une fois sur deux, ça marche. Après, voilà. Moi, je n'ai pas envie de jouer à la loterie. J'ai envie de choses qui soient fiables, sûres. Je veux dire, on a un engagement envers nos clients. Et puis, quand on fait ça pour soi et que c'est nos campagnes et que c'est notre argent, on n'a pas envie de jouer à la loterie non plus. Vous voyez? Bref. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est, voilà, le machine learning, leurs enchères intelligentes, c'est l'avenir. Un jour, ça marchera vraiment à tous les coups. Et ça, j'en suis persuadé aussi. Mais en attendant que ce soit le cas, et que dès le départ, dès le premier jour, ces trucs-là, ça marche tellement bien que ce soit le top, il faut quand même avoir des conversions historiques. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 6 mois, pour passer dans leur stratégie machine learning pour les enchères intelligentes, ils disaient qu'il faut avoir entre 50 et 150 conversions sur les 30 derniers jours. Puis du jour au lendemain, ils ont dit non, c'est plus nécessaire. Vous pouvez y aller dès le premier jour. Donc son conseil à lui, je le trouve avisé. Eux, ils allaient même plus loin. Ils faisaient un compte par client de manière à ce qu'il n'y ait pas d'autres types de campagnes et d'autres objectifs de conversion qui viennent brouiller les signaux. Ils disaient au bout de 1000 conversions, quand il n'y a eu que des campagnes vidéo dans le compte et que c'est toujours la même conversion, Google, ça y est. Là, il est au top. Il sait exactement qui sont les clients, qui sont les meilleurs. Et quand on active leur machine learning, c'est de la boucherie. Donc, à partir de 1000 conversions, on va commencer à pouvoir utiliser le machine learning de Google. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous rappelez tout à l'heure, je suis perdu. Alors, ici, on va se barrer. Hop. Donc, on va pouvoir créer une nouvelle campagne. Et cette fois, on va pouvoir utiliser leurs objectifs. D'accord? Donc, est-ce qu'on veut générer des ventes ou est-ce qu'on veut générer des prospects? C'est généralement les deux objectifs phares. Mettons qu'on va générer des prospects. On veut faire ça avec de la vidéo. Donc là, l'objectif, c'est générer des conversions. Okay, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix possible. Toujours pareil, je mets le nom de la campagne, je définis le budget quotidien, etc. La stratégie d'enchère, vous voyez, j'ai plus de choix. Tout à l'heure, je vous disais, quand il n'y a pas d'objectif, on peut avoir le choix. Puis on avait défini qu'on voulait définir un coût par vue maximum. Là, il n'y a plus le choix. Maintenant, il te dit, tu me donnes un coût par conversion ou tu me donnes pas de coût par conversion et j'optimise pour essayer d'avoir le plus pour ton budget. Donc là, on est complètement sur des stratégies automatisées. D'accord ? Moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de mettre le CPA cible. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même une notion de contrôle. D'accord ? Vous donnez à Google votre coût par conversion cible. D'accord ? Je n'ai pas envie de payer plus pour des conversions. Si vous mettez maximiser les conversions, il va prendre votre budget, il va le dépenser en entier. Et le coût par conversion, ce n'est pas son problème, puisque vous ne lui avez pas donné. Ça peut être extrêmement dangereux. D'accord ? Donc là, on lui donne un CPA. Et ensuite, on va faire la même chose. On va recréer des nouveaux groupes d'annonces. Sauf que cette fois, on va pouvoir aller sur des ciblages qu'on n'avait pas utilisés au début. Vous vous rappelez ? On voulait utiliser les mots-clés parce que c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour démarrer. Mais une fois qu'on a suffisamment de volume et qu'il y a suffisamment de données, on va pouvoir allumer leur intelligence artificielle et on va pouvoir aller taper sur des audiences qui semblent pertinentes. Et grâce aux enchères, à tout ce qu'il a appris avant sur nos campagnes manuelles,
il va directement aller cibler les bonnes personnes. D'accord ? Nous, on lui donne un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, lui, il va aller naviguer et trouver les bonnes personnes qui ressemblent aux 1000 autres qu'on convertit avant. Ok ? Mais il va bien réussir à faire le lien entre la campagne qu'on avait avant et celle de la campagne, on part pas de zéro. Non, non, on part pas de zéro parce qu'en fait, comment dire ? C'est comme si chaque conversion dans ton compte Google Ads, ça remplissait une ligne d'un tableau, d'une base de données. D'accord ? Imagine. Et puis, à un moment donné, tu as ta campagne, puis tu as 1000 conversions, par exemple, ou 500, ou 800, peu importe. C'est comme s'il avait un fichier avec 800 ou 1000 personnes, et lui, sur chaque personne, alors évidemment, nous, je parle de personnes, mais ce n'est pas des personnes au sens où on ne peut pas savoir qui c'est derrière, mais il a un écosystème de caractéristiques. Il connaît notre historique de navigation, il sait ce qu'on recherche sur Google, il sait ce qu'on recherche sur YouTube, il sait tout. D'accord ? Et par rapport à ça, il a un profil psychologique bien défini des 1000 personnes qu'on convertit, et lui, il en tient compte directement. Et ça se gère au niveau du compte, ça ne se gère pas au niveau d'une campagne. Lui, c'est au niveau du compte où il apprend. Donc il vaut mieux faire des comptes spécifiques pour la campagne YouTube. C'est ce que le mec, il recommandait, ouais. Après, ça devient un peu une usine à gaz, et en même temps, je veux dire, il y a les outils nécessaires. Chez Google, on fait un compte multi-compte en 2 secondes, et puis on gère un compte pour les campagnes vidéo, un compte pour les campagnes search, un compte pour les campagnes display. Quand on y pense, ça a du sens de se dire, j'isole mes trucs, et les signaux qu'il y a là-dedans, ils sont vraiment ultra pertinents pour ce type de campagne, et quand on allume l'intelligence artificielle, elle n'est pas brouillée par des campagnes différentes, des niveaux d'intention différentes, 5 ou 6 types de conversions différents, ça a du sens. Ça a du sens. Donc, à tester, comme toujours. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Donc, avec une méthode CPA, ça je vous ai montré. Oui, ça c'est important. Ça c'est important. Ça c'est des recommandations Google. Mais vous verrez dans la dernière formation de la journée, celle que j'ai finie il y a un quart d'heure, là, vous verrez que leurs recommandations, la plupart du temps, en tout cas pour ça, elles sont pertinentes. D'accord ? Ils font des notifications dans le compte en disant « faites ci, faites ça ». La plupart du temps, ça sert leurs intérêts, pas les nôtres. Mais par contre, leurs recommandations sur le budget et le coût par acquisition, ça c'est vrai. Donc eux, ce qu'ils disent, c'est... Admettons qu'on soit toujours sur cet exemple de 10 balles, et ben quand on lance la campagne, ça vaut le coup de mettre à 15. Ça va donner de l'oxygène, ça va lui donner de l'oxygène à l'algo, et il va y aller à fond. Alors que si on commence à 10, il y a de fortes chances que... Enfin, il y a de fortes chances. Il y a beaucoup plus de chances que ça tue dans l'œuf. Il n'arrive pas, parce qu'avec ça, il n'arrive pas. Alors que si on le met à 15 ou même 20, au début, on n'est pas extrêmement rentable, d'accord ? Et puis après, on le baisse au fur et à mesure. Et là, ça va marcher de mieux en mieux. Et il y a de fortes chances que la campagne avec le machine learning soit plus performante que la campagne manuelle. Ça se voit, ça se vérifie quand leur truc il fonctionne. C'est meilleur que tout ce qu'on peut faire à la main. Toujours. Mais le nerf de la guerre, c'est comment on fait pour que ça fonctionne. Et ce n'est pas à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer encore aujourd'hui à savoir faire les choses à la main et à démarrer les choses à la main pour prendre des données et pouvoir ensuite activer leur machin. Ok ? Donc le CPA, ok, on a dit 10. Au début, vous commencez par 15, puis vous le mettrez au bout d'une semaine ou deux, quand elle a pris de l'oxygène, vous le mettrez sur 10. Et il recommande d'avoir un budget qui est 20 fois supérieur au coût par acquisition. Un budget journalier. Donc après, c'est clair qu'il faut avoir les moyens. Et en même temps, si vos campagnes elles sont rentables et qu'elles génèrent les résultats, tant que vous pouvez suivre derrière, il faut augmenter. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et puis, au niveau des groupes d'annonces, eh ben, il faut tester, donc, comme je vous disais, les autres ciblages. Et puis, idéalement, ce qui marche bien pour scaler, pour démarrer, les thèmes, ça marche très très bien. Si tant est qu'il y en ait un qui soit pertinent pour votre industrie, ce n'est pas toujours le cas. Des thèmes, globalement, c'est des thématiques assez larges qui sont attribuées. C'est comme des étiquettes que Google colle à chaque contenu, chaque vidéo, chaque chaîne. Ça parle de ça, ça parle de ça, mais c'est quand même assez large. Ce n'est pas très très précis. Et du coup, il y a un potentiel de scale qui est assez fort là-dedans. Ensuite, évidemment, tout ce qui est audience de remarketing, d'accord ? Les gens qui sont déjà venus sur la page, on va pouvoir aussi les recibler s'ils n'ont pas acheté.
derrière des audiences similaires. Alors les audiences similaires, c'est quoi? À partir du moment où vous avez une audience de remarketing, donc des gens qui sont venus sur votre site, et qu'elle fait plus de 1000 personnes, Google il va vous générer automatiquement des audiences similaires. Il va calculer par rapport aux caractéristiques de ces 1000 personnes, et puis il va vous donner une audience, une espèce de boîte noire, vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans, mais il vous dit ça c'est très pertinent par rapport à ceux qui sont déjà venus sur ton site. Donc il faut les tester, ça ne marche pas tout le temps, mais parfois ça marche très bien, il faut tester. Et puis les custom intent. Alors les custom intent, c'est des audiences qui correspondent, on donne des mots-clés, et en fait Google nous dit, quand tu fais une audience comme ça, que tu mets des mots-clés dedans, nous on te donne les gens qui ont recherché ces mots-clés sur Google, le moteur de recherche, pas YouTube. Et on te permet de les cibler sur YouTube. C'est ce qu'on appelle des custom intent. En français, ça doit être intention personnalisée, je crois. Et puis dernier point, les audiences in-market, ce qu'on appelle les audiences sur le marché. Donc ça, c'est Google, il regarde ce que vous avez fait dans les 7 derniers jours. Votre historique de navigation, les sites que vous avez regardés, les recherches que vous avez faites, tout. Il regarde tout. Et il détermine que là, sur les 7 derniers jours, vous avez une intention d'achat pour un appareil photo. Ou pour, j'en sais rien, peu importe, d'accord? Il va déterminer si vous avez envie d'acheter quelque chose en ce moment, et si oui, qu'est-ce que c'est? Et ça, il le met à disposition des annonceurs, tant sur le display que sur la vidéo, en disant, bah voilà, si tu veux, tu vends des appareils photo, bah tiens, voilà une audience de gens qui activement recherchent un appareil photo dans les 7 derniers jours. Ça va? Je crois qu'on a fini, on est en avance.